Rebonjour à tous, merci d'être là. On se retrouve pour une table ronde qui est traditionnelle à ce salon de la robo numérique. Ça fait 3 ans qu'on a la chance de parler d'agriculture ici. Vous le savez évidemment, le Saint-Quentinois, la région, sont des terres agricoles. C'est aussi une table ronde que j'ai beaucoup de plaisir à animer. D'abord parce que j'y connais rien. Alors un peu plus grâce à vous. Au fil des années, on apprend tous un petit peu ce que c'est que cette agriculture connectée, comment cette agriculture se modernise. Et on a vraiment vécu depuis 3 ans une évolution, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas si vous avez suivi toutes les tables rondes qui ont précédé, sans doute quelques-unes. Je crois qu'il n'y a pas une table ronde où on n'a pas parlé d'agriculture. Aujourd'hui, les industriels parlent d'agriculture, les startups, ça m'a étonné, nous ont beaucoup parlé d'agriculture. Ce matin, on avait un intervenant qui nous disait que l'agriculture, c'était juste une autre forme d'industrie. Mais voilà, on sent à quel point l'agriculture est importante sur ce territoire, à quel point c'est important pour tout le monde ici. Donc j'ai hâte d'entendre les vrais pros nous en parler. Je vais vous laisser vous présenter, ça va être l'occasion de tester les micros, mais vous allez voir qu'on a un très large panel, des agriculteurs, donc des gens qui vivent, qui travaillent directement de l'agriculture dans la région, et aussi des start-upers agriculteurs, puisqu'on voit émerger beaucoup d'objets connectés, de solutions innovantes qui intègrent la big data à l'agriculture et des nouveaux capteurs. On va commencer par vous. Vous êtes à la fois agriculteur et élu. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis agriculteur à Fiolaine, à 15 km de Saint-Quentin, et je suis vice-président de la communauté d'agglomération en charge de l'assainissement rural, de la ruralité et des partenariats avec les relations, du moins, avec le monde agricole. Voilà, donc la collectivité a pris à cœur de mettre en avant toute la numérique, et donc en tant qu'agriculteur, j'ai bien évidemment insisté pour que l'agriculture ne soit pas oubliée. Et je pense que c'est un gros enjeu dans notre territoire de mettre en place ce procédé. Si la collectivité peut faire le lien, la jonction entre les startups et le monde agricole, on est tout à fait ouvert à toute suggestion. À votre gauche, on a le boss de la pomme de terre. Ouais, non, je vais dire comme Jérôme. D'abord, je suis agriculteur. Et je suis agriculteur des Hauts-de-France, dans le sud de la région, du côté de Soissons, entre Soissons et Villers-Cotterêts. Je cultive une exploitation typique des Hauts-de-France, 300 hectares, qui fait 50 hectares de pommes de terre, une centaine d'hectares de betteraves, et puis le reste en céréales et oléoprotéagineux. Dans le passé, j'ai été président d'un centre d'études techniques agricoles, et on a fait l'historique un peu de nos exploitations. Et déjà au Moyen-Âge, la moyenne des exploitations, c'était 300 hectares. Mais parce qu'autrefois, c'était des exploitations d'abbayes, et maintenant, on est sur des exploitations qui sont des exploitations agricoles en nom propre. Il y a 50 ans, il y avait 60 salariés dans une exploitation. Aujourd'hui, dans la mienne, il n'y a plus que 2 salariés et demi. Bien sûr, je vous présenterai un peu les éléments liés à l'évolution, mais le numérique est important. Il y a du monde, il y avait sûrement beaucoup de monde avant, il y en aura encore plus dans les prochaines éditions. Pourquoi ? Parce que le numérique, je vous le présenterai tout à l'heure, mais est vraiment la 4e révolution agricole. Donc je vais vous expliquer ça. Je suis président de l'UNPT, l'Union nationale des producteurs de pommes de terre. Alors il faut savoir que 60% des pommes de terre de France sont produits dans les Hauts-de-France, qu'on en exporte 1 sur 2. Et dans mes casquettes, j'ai aussi une deuxième casquette où je suis président du groupe de travail COPA-COGECA qui est Bruxelles, c'est l'Europe. Alors pour certains c'est un gros mot, pour moi c'est vraiment une opportunité. Donc on siège avec nos 28 confrères, parce qu'il y a encore les Anglais, pour évaluer les propositions de Bruxelles. Et par rapport à ça, toute la problématique liée au big data et à l'accaparation, le fait de pouvoir s'accaparer les informations, c'est une vraie problématique européenne. Donc on en reparlera aussi un petit peu, et je vais essayer de ne pas vous faire un jargon de paysan, ni un jargon de technocrate bruxellois. Je vais essayer de parler français, pour être audible. Merci. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Donc à votre gauche, Martin Ducroquet. Alors vous n'êtes pas agriculteur, mais presque.
Oui, bonjour, Martin de Croquet. Donc moi je suis issu du monde agricole, mais j'ai vite dérapé, donc j'ai quitté en tout cas le circuit direct de l'agriculture pour me consacrer depuis notamment 5-6 ans au monde des objets connectés. Et donc à Euratechnologie, qui est un incubateur accélérateur basé à Lille, on a conçu Sencrop, qui est une société qui a démarré cette année et dont la vocation est de positionner pour les agriculteurs des capteurs directement dans leurs parcelles, dans leurs champs, qui permettent ces capteurs, des stations agrométéo, des stations diverses, mais des capteurs de différents niveaux, de remonter l'information sur le smartphone de l'agriculteur, éventuellement de ses contacts, de sa coopérative, de ses liens, sa CUMA, etc. Tout ça pour qu'ils prennent une meilleure décision en fonction de la météo locale et des conditions climatiques de sa parcelle, c'est-à-dire l'hygrométrie, la température de l'air, la pluviométrie, la vitesse du vent, etc. Et demain, il y aura des capteurs également dans le sol. Donc notre vocation en tant qu'entreprise, jeune entreprise innovante sur ces sujets-là, c'est d'équiper au mieux les agriculteurs, leurs fédérations, pour mieux décider demain. L'enjeu, c'est la décision au bon moment, au bon endroit. Et Voilà. à votre gauche, Antoine Dequitte. Alors vous êtes agriculteur, entrepreneur? Oui, donc Antoine Dequitte, donc je suis agriculteur dans le Pas-de-Calais. J'ai un parcours d'entrepreneur un peu atypique. J'ai déjà développé plusieurs projets, donc, dont un centre d'affaires, centre de séminaire où on accueille les entreprises à la campagne. Voilà. Et dans mon métier d'agriculteur, j'avais une vraie douleur, un vrai problème d'usage, qui est la collecte des données sur l'utilisation du matériel. Alors je n'ai aucune compétence en informatique, en capteur connecté, en quoi que ce soit, donc je me suis entouré d'associés et qui m'ont aidé à développer Connect Agri, qui permet de répondre à la fois à ma douleur, à mon problème, mais à celle de bon nombre d'agriculteurs. Alors vous allez tous nous parler très concrètement de vos métiers. On commence par vous, Jérôme Leclerc, avec votre présentation. On peut envoyer le premier slide. Voilà. Donc pour moi, je voulais vous faire une petite présentation très succincte afin de permettre d'ouvrir le débat sur la table ronde sur le thème de l'innovation numérique au service de l'agriculture. Je n'ai pas la prétention de connaître tous les moyens numériques mis à la disposition de l'agriculture, mais je vais aborder quelques pratiques. Tout d'abord, il est important de rappeler quand même les principaux enjeux de l'agriculture de demain. Le premier enjeu, c'est produire. Comme vous le savez, on est 7,5 milliards dans le monde. Pour 2050, on en annonce entre 9 et 10 milliards. Donc l'agriculture a un rôle très important pour trouver des solutions pour continuer à produire et continuer à nourrir le monde. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est la rentabilité. Si l'on veut garder une agriculture forte et dynamique, innovante, les exploitations doivent être rentables. C'est incontournable. Et puis le respect de l'environnement, parce que l'intérêt primordial pour l'agriculteur, c'est quand même de respecter l'environnement. Quelque part, c'est un peu son outil de travail, donc il a tout intérêt à le respecter, et de prendre en compte toutes les conséquences de ses pratiques sur l'environnement et de préserver un bon état des ressources naturelles afin de pérenniser son activité. L'agriculture numérique peut être un des moyens à nous aider à améliorer notre productivité, notre compétitivité, avec des impacts sur l'environnement moindres, en améliorant aussi la qualité de vie des agriculteurs et des éleveurs. Deuxième slide. Oh, pardon. Merci. Donc tout d'abord, ce qui est le plus connu, c'est le GPS. Donc c'est l'aide à la conduite. C'est du guidage par satellite. Ça peut être même jusque de l'autoguidage. Les gens conduisent, enfin les conducteurs de tracteurs n'ont plus la main sur le volant. Ils peuvent, ça leur permet de régler leur outil, de surveiller, ainsi de suite, de changer des paramètres. Et donc c'est un confort. Ça c'est déjà généralisé, on en voit partout. Généralisé, non, banalisé, je dirais plutôt. C'est-à-dire qu'on commence à en voir un peu partout. Qui permet donc d'avoir un confort de travail, mais aussi de faire des économies de carburant, d'usure de matériel, et bien sûr un gain de temps en optimisant les surfaces travaillées. Alors il peut y avoir plusieurs niveaux de précision. Ça peut être le plus courant, c'est 30 cm, et après vous avez ce qu'on appelle dans le jargon, c'est le RTK. Et là par contre vous avez une précision à 2-3 cm, et vous pouvez faire des semis en ligne, vous pouvez faire des choses beaucoup plus précises. Ensuite, je vous ai mis coupure de tronçon pesée embarquée.
Ça concerne principalement tous les épandages, donc les épandages d'engrais solides, de traitement, souvent associés d'ailleurs à l'autoguidage. Permet de mettre donc la bonne dose, comme disait tout à l'heure Arnaud, la bonne dose au bon endroit, et donc une optimisation des intrants en évitant les sous-dosages, mais aussi les surdosages lors de chevauchement. Donc vous voyez bien l'image, vous avez une partie qui est où il y a eu les engrais appliqués et une partie qui n'est pas appliquée. Là où vous avez les points blancs, en fait, c'est où il y a de l'épandage d'engrais. Ensuite, vous avez bien sûr le tracteur autonome. Alors ça, c'est peut-être le plus imagé, le plus spectaculaire. Je ne suis pas sûr que ça soit le plus adapté à notre région, mais bon, c'est plus adapté aux grandes étendues, aux exploitations qui n'ont pas de contraintes de déplacement routier, parce que le tracteur autonome, il faut le déplacer. Donc, dans nos petites routes de chez nous, et avec des petits parcellaires comme il peut y avoir, même si vous représentez de temps en temps des grandes parcelles, il y a quand même des petites parcelles aussi. Donc, ça sera peut-être pour demain, mais je pense qu'il y a autre chose à faire avant dans le numérique agricole. On pourrait même peut-être aussi, avec cette conception de tracteur autonome ou de convoi de tracteurs, répondre à une certaine problématique qui est le compactage de nos sols, puisqu'on utiliserait peut-être des matériels moins lourds, des plus petits gabarits, sur un laps de temps plus important. Donc ça peut être une voie quand même sur ce type de matériel. Ensuite, vous avez tous les OAD. Alors les OAD, c'est un mot barbare, hein. C'est les outils d'aide à la décision. Alors les outils d'aide à la décision, d'après l'UIPP, l'Union des industries de la protection des plantes, il y en aurait aujourd'hui une 60aine à la disposition de l'agriculture. Je ne les connais pas tous, hein. Les OAD, ils utilisent des modèles agronomiques pour réduire le développement des champignons cryptogamiques. Donc c'est les maladies en fait qu'on trouve sur les cultures, des insectes de ravageurs, mais aussi sur l'optimisation des engrais. Principalement les engrais azotés. L'objectif étant bien entendu d'apporter la bonne dose de produits au bon moment, toujours dans un objectif de réduction d'intrants et donc avoir un impact sur l'économie et l'environnement. Donc il y a plusieurs méthodes, hein. Vous avez par le satellite avec ce qu'on appelle FarmStar pour tout ce qui est aspect azote, ce qui est le plus aujourd'hui travaillé. Vous avez toujours dans la problématique de l'azote l'utilisation des drones. Donc les drones survolent les parcelles et vous font une cartographie en fait de l'état de végétation de la culture. Et en fonction de l'état de végétation, on vous calcule une dose d'azote à apporter. Et après, vous avez aussi des capteurs embarqués. Je ne sais pas si vous avez vu en rentrant sur le tracteur, il y en a un au-dessus de la cabine. En fait, il essaye par rapport à c'est la couleur de la plante, il vous donne en fait l'apport qu'il faut apporter sur la culture. Je pense que mes collègues vont pouvoir intervenir un peu plus sur tout ce qui est OAD tout à l'heure. Je crois qu'Arnaud a des choses là-dessus. Concernant sur les drones, pardon, est-ce que c'est déjà généralisé les drones? Est-ce qu'on en voit beaucoup dans les exploitations? Alors aujourd'hui, comme je vous dis tout à l'heure, il y a plusieurs méthodes en fait de suivre l'azote au niveau des cultures, principalement les céréales. Et donc ça fait partie des outils disponibles. Après, il y a des gens qui utilisent des satellites, il y a des gens qui utilisent les drones, il y a des gens qui utilisent, ils font des reliquats azotés en faisant des prélèvements dans le sol à la sortie de l'hiver. Il y a des modèles. Chacun choisit sa méthode. Voilà, chacun choisit sa méthode. Mais aujourd'hui, on a obligation dans le monde agricole de justifier la dose que l'on apporte. Ensuite, vous avez tout ce qui est outils de traçabilité. Donc ça, c'est des outils qui permettent d'avoir un suivi des interventions afin de répondre à une obligation réglementaire. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'enregistrer toutes les interventions que l'on fait sur les parcelles. Mais aussi, ça peut être aussi un suivi du matériel afin de faciliter la gestion d'un parc. Donc je pense qu'on évoquera un peu plus en détail tout à l'heure. Je ne vais pas insister sur ce domaine-là. Mais voilà, on peut avoir aujourd'hui être en contact avec son smartphone directement avec le matériel. Donc on peut savoir, par exemple, on peut avoir des messages d'alerte, on peut avoir le niveau de carburant du matériel, où se trouve le matériel, si vous êtes en CUMA ou si vous êtes... voilà. Alors je ne suis pas un spécialiste de l'élevage, mais je ne voulais pas oublier l'élevage quand même, parce que dans notre
Dans notre environnement, on a encore quelques éleveurs, même si ça reste compliqué avec tout ce qui est normes et tout ça. J'ai pris 3 exemples qui est utilisé dans l'élevage. Donc il y a celui qui est le plus connu, c'est les robots de traite. Donc ça permet que la vache elle soit autonome. En fait, elle vient se faire traire par le robot quand elle le désire, à sa volonté, à sa guise. Et c'est surtout donc moins d'astreinte pour l'éleveur. Avec par contre quelques soucis peut-être par moment de qualité ou voilà. Au niveau des animaux connectés, c'est pareil aujourd'hui. Savoir que beaucoup de vaches, surtout dans les vaches laitières, beaucoup de vaches sont connectées. En fait, ils ont un collier avec un émetteur. Et ce collier, il permet de savoir un peu, de connaître en fonction des qualités et des quantités de lait qu'elle produit, lui donner la ration de compléments adaptés à sa production. Il y a aussi des détecteurs de chaleur pour connaître le meilleur moment où il faut pour permettre le meilleur moment de trouver le meilleur moment pour l'insémination. Il y a aussi des détecteurs de vélage. Donc c'est pour avoir moins d'astreinte au niveau des éleveurs et d'avoir un suivi plus régulier au niveau de son élevage. Sur les animaux connectés, vous avez 2 stands derrière où vous pouvez voir une ruche connectée. On connecte aussi les abeilles. Je vais en parler un peu après. Et des poules connectées. Alors je vous spoil. Quel que soit le type d'agriculture, beaucoup de facteurs interagissent durant un cycle de production. Le numérique, par le biais de ses capteurs, peut apporter une source d'information importante et aider l'agriculture dans ses prises de décision, toujours dans un souci d'optimiser l'intervention. Pour moi, il y a un objectif pour l'agriculture de demain, c'est de connaître notre environnement pour mieux exploiter notre patrimoine en compilant tous les facteurs qui interagissent sur les productions. Je m'en explique. Si vous avez demain un maillage de stations météo, puisqu'aujourd'hui, à chaque intervention, on doit se justifier, on doit avoir des moyens de connaître la météo pratiquement à la parcelle. Je pense que demain, on y viendra. Donc c'est un outil important. La connaissance du sol, l'évolution dans le sol, la minéralisation du sol, pour connaître l'azote disponible pour les plantes à tout moment. Je pense que ça, c'est un outil aussi qui doit arriver assez rapidement et qui, à mon avis, n'est pas très compliqué à mettre en place. Si on sait ce que le sol peut fournir, on sait ce que les besoins de la plante, puisqu'aujourd'hui, on arrive à avoir des suivis de besoins au niveau des plantes, on sait ce qu'il faut apporter et à quel moment. Après, les pollinisateurs, vous en avez fait allusion. Je suis très content que d'ailleurs, dans le cadre du 3e salon, il y a eu un partenariat entre Serena, qui est une OPA, une coopérative du secteur, avec une start-up, il n'y a pas de petite start-up, avec une start-up qui s'appelle Ostabi. Et donc voilà, l'idée c'est de mieux connaître les sorties des abeilles dans les cultures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir savoir si l'abeille elle se trouve sur la culture ou pas et pouvoir faire des interventions sans nuire à l'abeille. Ensuite, vous avez les nuisibles, bien sûr. Si vous avez aujourd'hui, je pense que, aujourd'hui ça n'existe pas, mais demain il pourrait très bien y avoir des pièges pour les nuisibles au niveau des cultures et d'avoir les informations en direct en disant, attendez, il y a des vols de tel type d'insectes, attention. Optimiser les surfaces, ça c'est plus pour le côté mécanique. Je pense qu'il y a des choses encore qui peuvent évoluer. Aujourd'hui, on a des cultures qui sont mises en place, ce qu'on appelle des cultures, avec des semoirs de précision. Donc on met une graine sur une ligne tous les 15-20 cm et toutes les lignes, on les sonde sur 45 cm. Ça c'est pour les betteraves. Et je pense qu'il faut qu'on progresse là-dessus. Il y a eu des essais de fait, pour ne pas les nommer, KWS par exemple, où ils font maintenant aujourd'hui des outils pour faire du semis en quinconce. C'est-à-dire qu'on a une graine tous les 30 cm. Et là, on optimise complètement la surface. Parce que quand vous mettez plusieurs graines l'une derrière l'autre sur une même ligne, vous pouvez avoir des problèmes de concurrence. Voilà, après, les auxiliaires, c'est pareil. Les maladies, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce que sinon je vais monopoliser la parole.
Mais voilà, je voulais me permettre de brosser un peu, et puis comme ça permettra aux différents interlocuteurs de rebondir. Merci beaucoup. On va parler maintenant de la filière pommes de terre. Bon, c'est difficile de passer derrière Jérôme parce qu'il a quasiment tout dit. Je vais vous parler plutôt de mon expérience personnelle au niveau de mon exploitation. Et puis vous donner aussi quelques éléments. La première prospective par rapport à ce qui peut se passer dans la région et au niveau de la station de Villers-Saint-Christophe, qui est tout près de Saint-Quentin, qui a vocation à développer des outils numériques. Alors je vous ai dit, hein, je suis agriculteur, mais je suis aussi membre du comité d'orientation scientifique et technique d'Arvalis. Et donc à ce titre-là, le choix de Villers-Saint-Christophe pour développer une plateforme numérique était quelque chose qui était important. Cette courbe-là, elle doit vous parler à tous, parce qu'on a peut-être un peu tendance à l'oublier. Cette courbe, c'est globalement ce que disait Jérôme, l'évolution de la population mondiale. Vous avez vu que ça s'est vraiment accéléré depuis le XXe siècle. Et puis les révolutions agricoles. La première révolution qui a commencé, vous vous en souvenez probablement de vos cours d'histoire en école maternelle ou après en CP, ça a été la sédentarisation, quand l'agriculteur est devenu un agriculteur et n'était plus un chasseur-cueilleur. Ça a commencé au néolithique et puis ça a duré jusqu'à maintenant. La deuxième grande révolution, c'est aux alentours du Moyen-Âge, quand on a commencé à développer la mécanisation, après l'utilisation de la roue, etc. Et ça a été jusque quasiment la fin du 19e au début du 20e. Et au 20e, la population mondiale avait vraiment considérablement augmenté. Hein. On était aux alentours de peut-être 4 milliards d'habitants. On a développé la révolution par la chimie. C'est ce qu'on appelle la révolution des temps modernes. On est encore dedans, mais on est en train d'en sortir. On est en train d'en sortir parce qu'on s'aperçoit qu'on a fait le tour du problème et qu'il faut qu'on passe à quelque chose d'autre. Qu'est-ce que quelque chose d'autre? Ça sera quoi? Ça sera la 4e révolution. Alors il y a un gros mot là-dedans, hein, biotechnologie. Ça fait peur à tout le monde. Numérique et robotique un peu moins. Mais je pense que ça sera l'utilisation de ces 3 techniques, biotechnologie, numérique et robotique, qui nous permettront d'atteindre l'objectif de 2050, qui est de nourrir 9 milliards d'habitants. Voilà, ça c'est simplement un petit clin d'œil sur mon exploitation. C'est des photos qui viennent de chez moi, ça. À gauche, vous avez des outils qui étaient utilisés par mon père, par mon grand-père aussi. Et puis à droite, vous avez ce que c'est devenu. Les outils du sol sont passés à des outils de guidage automatique. Là, vous avez des buttes de pommes de terre. C'est vrai que c'est quand même un peu mon domaine de compétence et surtout ce qui me plaît bien. L'irrigation, chez moi, j'ai une rampe d'irrigation qui se balade de champ en champ et qui est un robot en fait, hein, qui pilote une rampe de 180 mètres de large. Le robot, il n'a pas intérêt à s'envoler parce que s'il fait n'importe quoi, il n'y a personne pour le piloter. Il traverse une route et il peut même traverser la nationale. Donc tous les robots, qui dit robot, dit aussi sécurité, automatisation, contrôle. Et puis derrière, il y a aussi tout ce qui est capteur de rendement. Alors le capteur de rendement, peut-être dans les années 50, c'était le gars qui à la fin de la journée se disait j'ai mal au bras parce que la récolte a été bonne. Aujourd'hui, on a des machines qui nous donnent un peu les éléments. C'est quand même c'est plus facile. Ça veut dire que tout a changé sur une génération? Tout est en train de changer et ça veut dire aussi que l'image qu'a un peu la société de temps en temps, c'est plutôt l'image de ce qu'il y avait il y a 50 ans et pas l'image d'aujourd'hui. Donc je suis très content qu'il y ait un salon comme le salon d'ici. Il faut essayer de communiquer pour montrer que le monde change et que les agriculteurs ont changé et n'ont pas peur d'évoluer. Et donc quand je vous parle de la 4e révolution, je vous ai parlé de la génétique, de la robot numérique, de l'agriculture connectée. Alors derrière, ça se traduit par ce que disait Jérôme, la géolocalisation, les outils d'aide à la décision, les outils de traçabilité. Là, vous avez un petit dessin qui montre des drones, qui montre des systèmes optiques. Enfin voilà, voilà. Je vais aller très vite là-dessus parce qu'on vous l'a expliqué. L'objectif, hein, c'est bien sûr l'environnement et c'est faciliter le travail de tout le monde et améliorer la productivité.
Et sur une exploitation comme la vôtre, la juste dose, c'est juste dose de quoi? Alors la juste dose, c'est la juste dose de ce que l'on fait. Ça peut être la juste dose du travail, quel type de travail on va faire pour créer la structure. Ça peut être la juste dose des semences. Est-ce que j'en mets plus? Est-ce que j'en mets moins? Et là, par exemple, là, sur la petite carte de droite là, que vous voyez, c'est une carte qui vient de l'Aisne, hein, c'est la carte Aqua Valley. C'est globalement comment se comporte l'eau dans mon exploitation, pour savoir les zones où j'ai suffisamment d'eau et puis les zones où il en manquerait un peu. Là où on manque potentiellement d'eau, vous le comprenez facilement, on va mettre un peu moins de plantes parce que comme ça il y aura un petit peu moins de monde à nourrir le jour où on aura un problème de sécheresse. Donc c'est quand même important. Et ça, est-ce qu'on savait le faire avant par l'expérience de vos pères, de vos grands-pères, mais maintenant on sait le faire de manière très précise, ou est-ce qu'on savait pas le faire avant? L'Aisne, et on est dans l'Aisne, avec l'INRA de Laon, a été très en avance là-dessus. Hein. On doit être peut-être le seul département en France où on a une carte numérisée de nos sols. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il faut aller à la Chambre d'agriculture ou à l'INRA payer pour avoir la carte, etc. Je pense que comme on a tous payé pour ça, ça serait normal que ce soit un outil qui soit à disposition de tous les agriculteurs en ligne. On va peut-être y arriver, donc je suis pas... Faut pas désespérer, mais c'est un changement de paradigme pour les Français. Hein. Les Français, quand c'est payé par quand on est en France, quand c'est payé par, disons, le contribuable, ça appartient au contribuable et ça appartient pas à l'utilisateur, donc il faut à chaque coup repayer, c'est un peu dommage. Là, ce que vous avez là, la petite photo aérienne que vous voyez, ça vous semble bizarre, mais c'est mon exploitation. C'est mon exploitation et c'est le découpage que l'on a fait pour essayer de trouver le moyen le plus optimum pour caractériser la fertilité des sols. Alors vous voyez, ça fait un peu bizarre, hein, on a l'impression que c'est une mosaïque. Et en fait, la mosaïque, elle est liée à l'histoire des parcelles, à des anciens chemins, à des... Voilà. Et à partir de là, on a caractérisé tous les éléments de fertilité et on a pris des décisions qui nous permettent d'apporter la juste dose d'engrais au bon endroit. Il y a des endroits où on est... Avant on disait qu'on cultivait en bon père de famille. On avait un stock d'engrais énorme. Aujourd'hui, on se dit attention, il faut qu'on fasse attention à tout, on va arrêter d'en apporter. Par contre, à d'autres endroits, clairement, on a tiré un peu trop sur la bourrique et il faut qu'on en rajoute un peu plus parce qu'on atteint un maximum de potentiel de rendement parce qu'on manque simplement d'aliments. La gestion aussi. Alors ce que disait Jérôme, là, la gestion de l'alimentation azotée, moi je le fais sur mon exploitation. Je vous ai mis deux photos, hein. Je vous ai mis un drone et je vous ai mis un satellite. En fait, moi j'ai fait les tests sur les mêmes parcelles, au même moment, avec une photo par drone, une photo par satellite, pour regarder si on avait des informations qui étaient divergentes. Et si il valait mieux qu'on soit à 150 mètres au-dessus du sol, ou s'il valait mieux qu'on soit à 36 km au-dessus du sol en géostationnaire. Et en fait, il se trouve qu'on a la même information. Donc c'est plutôt rassurant. L'avantage du drone, c'est que le drone, il peut fonctionner exactement comme on veut, quand on veut, et sur toutes les cultures. Alors que le satellite, pour pouvoir en amortir l'intérêt, il faut qu'on ait beaucoup de surface. Et il y a plein de cultures, de petites cultures orphelines dans la région, qui ne peuvent pas se permettre d'acheter une image satellite qui est une image de 60 km sur 60 km. Donnez-nous un ordre d'idée combien ça coûte pour une parcelle, le drone, que ce soit en drone ou que ce soit en satellite, l'abonnement pour avoir l'information, c'est aux alentours de 12 € de l'hectare. Donc c'est vraiment une information très pertinente qui permet de prendre des bonnes décisions. Et on le retrouve très largement, en termes d'économie, donc ça c'est de l'économie immédiate, mais aussi en termes de bénéfices collectifs sur l'environnement. Là, ça c'est des photos de mes parcelles, hein. Donc c'est les photos qu'on avait l'année dernière. En haut, vous avez... Donc vous les avez achetées, ces photos? Je les ai achetées. C'est pas la photo que j'achète, en fait. J'achète une information numérique que vous voyez là. Mais à la limite, quand je l'ai sur ma petite clé USB que je mets sur mon tracteur, le tracteur, il ne sait pas que c'est comme ça. Il sait simplement qu'en fonction de l'endroit des coordonnées GPS et en fonction de l'information telle qu'elle est donnée là, on va mettre plus ou moins. Et bon, j'ai pas mes lunettes, mais vous voyez en bas là, il y a un petit gradient au niveau des conseils. Sur une moyenne qui serait de 49 kg d'azote à l'hectare, il y a des endroits, on va vous dire, vous allez en mettre 20,
et d'autres endroits, vous allez en mettre quasiment 60. C'est quand même intelligent. C'est quand même intelligent. Parce que 60, pourquoi vous mettez 60? Parce que vous avez plus de monde à nourrir et vous n'allez pas gérer de pollution diffuse. Donc la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose qui se développe? Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement, disons, symbolique dans la région? Non, ce n'est pas symbolique. Aujourd'hui, il y a des grands opérateurs de la région, Ternoveo, etc., qui proposent le service et de plus en plus, ce service se développe. Le seul frein au développement de ce service, c'est l'outil qui permet de l'exploiter. Ça ne sert à rien d'avoir une photo comme ça si vous ne savez pas l'utiliser. Et c'est dans le renouvellement des outils de production, des nouveaux outils connectés, qu'on arrivera à développer ce genre de technique. Ça, c'est une autre chose. C'est les capteurs embarqués. Bon, on en a parlé tout à l'heure. Pareil, une fois encore, c'est mon exploitation. La petite photo, la photo que vous voyez, la grisée, c'est une photo aérienne. Bon, quand vous prenez l'autoroute, vous voyez bien ces parcelles avec un peu ces marbrures, ces choses comme ça qui vous semblent, qui vous font bien intrinsèquement comprendre que une parcelle, c'est pas un truc homogène. Et vous vous dites, mais pourquoi le paysan il va travailler de façon linéaire là-dessus? C'est complètement, ça semble a priori idiot. Vous avez raison, c'est un peu idiot. C'est un peu idiot. Et ça, c'est, vous pouvez mesurer cette hétérogénéité. Alors, comment ça s'est traduit en dessous là? Ce que vous voyez, c'est marqué conductivité électrique. Conductivité électrique, excusez-moi pour le sifflement, mais conductivité électrique d'un sol, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on mesure la conductivité électrique d'un sol? À quoi ça sert? Vous voyez le petit quad là-haut avec une sorte de luge derrière, et entre la luge et le quad, il y a un courant électrique qui passe, et on mesure la conductivité, le temps que met le courant à passer du ça, quad. vous le faites aussi sur votre exploitation? Ça, je l'ai fait. Ça, c'est une carte qui vient de chez moi. Okay. Et en fait, on dirait la vie sur Mars, votre exploitation. Il y a des drones, bizarre, des courants électriques dans le sol. Et pourtant, c'est une vraie exploitation, je vous promets. C'est pas un truc, et c'est pas une exploitation pilote, et c'est pas un truc d'expérimentation, c'est la réalité. En fait, la conductivité, vous le comprendrez bien. Puis c'est pas en pensant à Claude François que je vais le dire, mais l'eau, ça conduit le courant. Plus il y a d'eau, plus le courant passe. Bon, donc plus le courant passe, c'est donc plus il y a d'eau. Et donc, s'il y a plus il y a d'eau, plus il y a de potentiel de production. C'est logique. En année sèche, là où vous avez des bonnes réserves en eau, vous allez pouvoir nourrir les plantes, alors qu'ailleurs, elles vont crever. Et en fait, c'est ce qu'on voit sur la carte, là. La grande carte que vous voyez, c'est une superposition de la carte que vous voyez en bas, la conductivité, et puis la carte obtenue par des capteurs de rendement embarqués sur la machine. Les zones qui sont les plus rouges sont les zones où il y a le moins de rendement. Et les zones qui sont les plus bleues, c'est les zones où il y a le plus de rendement. Il y a le plus de rendement là où il y a plus d'eau. C'est QFD. Alors, c'est logique, mais il fallait y penser. Est-ce que vous le louez, ce système? Est-ce que ça coûte cher ou est-ce que c'est simple finalement non, comme je l'ai techno? acheté. C'est pas moi qui le... J'ai fait appel à un prestataire qui s'appelle Defisol, qui est une petite société, qui est une start-up, qui est devenue, qui est à côté d'Évreux, et qui a développé un service et qui est venu le faire. Parce que moi, ça n'a pas d'intérêt chez moi d'acheter ce matériel-là. Une fois que je l'ai pour cette parcelle-là, pour l'éternité. Donc, bon, ça coûte cher? Ça coûte un peu cher. Bon, là, ça a été fait vraiment dans des objectifs d'expérimentation. Ça coûte un peu cher. Moi, je pense que j'ai d'autres outils et je pense qu'en travaillant avec la carte des sols de laine, on pourrait avoir quasiment cette information-là pour un coût moindre. Mais voilà, c'est pour vous expliquer que ça marche. Là, je vais aller beaucoup plus vite, mais bon, comme on va avoir une station d'expérimentation à Villers-Saint-Christophe qui est vraiment orientée vers le numérique et les nouvelles techniques, je ne peux pas faire mon exposé sans vous dire que demain, alors qu'aujourd'hui on travaille essentiellement sur du visuel, on va travailler sur d'autres dimensions. On va développer des nez électroniques. Une plante qui souffre, c'est un peu comme quelqu'un qui est malade, ça dégage une odeur. Et donc, si on a développé un nez électronique, on pourra, par ce biais-là, déceler très en avance les stress des plantes. De la même manière, on pourrait, avec un système de caméra et puis de pièges à phéromones, voir les développements de certains insectes qui sont des ravageurs pour pouvoir agir disons, de façon pertinente.
Voilà, je vais faire un peu simple. Les capteurs embarqués, on en a parlé. La notion des capteurs embarqués sur une machine, là, comme ça, c'est que ça permet d'avoir une visualisation qui demain, si c'est connecté à un robot, par exemple une information qu'on pourrait avoir sur un robot en plein champ, permettrait de faire sauter les plantes qui sont considérées comme parasites. Ça, c'est pas aujourd'hui, mais quand je dis c'est demain, c'est dans 10 ans au maximum. Hein. Donc on n'a pas intérêt à prendre de retard. Voilà, ça c'est un outil que j'utilise chez moi. Ça, c'est ce qu'on appelle un outil d'aide à la décision. Alors, Mileos, c'est un outil mildiou. Vous savez que le mildiou, c'est un vrai ravageur de la pomme de terre. La grande invasion des États-Unis au 19e siècle, c'est lié à la famine de l'Irlande, lié à une attaque de mildiou qu'on n'a pas pu contrôler. Nous, au niveau de la station de Villers-Saint-Christophe, il y a déjà quelques années, hein, là par contre, on avait vraiment beaucoup d'avance. On s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire entre des stations météo qui seraient au champ, qui capteraient une information, qui serait renvoyée sur un serveur, c'était le développement des téléphones portables, qui ferait tourner, mouliner une sorte d'algorithme, parce qu'on sait que le mildiou, le champignon, il se développe avec une conjonction de somme de température et d'humidité. Et on s'est dit, mais si on est capable de définir ça, le mieux, ça serait quand même que le paysan il soit prévenu. Et donc on l'a connecté avec son portable, et l'agriculteur reçoit une information sur son portable en disant « mon petit gars, là, t'es plus couvert, là. T'as intérêt à les traiter parce que sinon, demain, ta parcelle, tu vas pouvoir mettre une croix dessus. Hein. » Et là, ça, c'est cette année. Voilà, cette année, sur ma parcelle, les grands bâtons que vous voyez, là, c'est les pressions de mildiou. Au-dessus, c'est mon niveau de protection. Vous voyez, à un endroit, il y a une sorte de petit trait un peu jaune. C'est là où peut-être que j'étais en réunion, où j'ai pas fait attention, mais bon, j'ai tardé un peu pour traiter. C'était pas grave parce que la pression était faible. Hein. Et puis après, j'ai reprotégé mes cultures, ce qui me permet d'avoir sauvé quand même, sauvé ma récolte cette année. C'est un outil auquel on croit. Alors c'est vrai que je suis content, on va pouvoir continuer un petit peu avec l'intervention de nos voisins. Mais vous avez vu, hein, je suis président aussi des producteurs de pommes de terre, et donc à ce titre-là, les producteurs de pommes de terre ont ma responsabilité, la responsabilité de notre organisation, l'UNPT, c'est de les défendre. On pense que pour les défendre, on peut les défendre par le syndicalisme, mais on peut aussi le défendre en leur donnant des outils collectifs pour se développer. Sachez que notre organisation a financé l'année dernière 150 stations météo dans la région pour que les agriculteurs puissent utiliser ce type d'outils. Et pourtant, je n'ai pas d'action chez des sociétés de météo. Hein. Mais je pense que c'est important si demain, on veut pouvoir faire comprendre à nos amis consommateurs que quand on traite, on le fait vraiment intelligemment. Quand vous mettez 100% des interventions sont justifiées, ça veut dire qu'on ne surtraite plus. Avant, on avait tendance à traiter tout le temps pour pas que ça arrive, et maintenant on traite à bon escient. Le cycle du mildiou, c'est un cycle d'une semaine. Les anciens, ils ne se posaient pas de questions. Dès que la pomme de terre est élevée, toutes les semaines, ils passaient. Aujourd'hui, avec ce système-là, alors des années où il y a beaucoup d'humidité, on peut retraiter toutes les semaines. Mais quand on a des périodes sèches, et on a eu des périodes sèches cette année, comme l'année dernière, etc., on peut être un mois sans traiter. Ça veut dire qu'on économise de l'argent aussi ? On économise de l'argent. Je pense que c'est quand même bon pour l'environnement, même si en pommes de terre, et là je vais prêcher pour ma chapelle, hein, quand on traite les pommes de terre, on traite la feuille et on ne retrouve rien dans le tubercule. Mais c'est mieux pour l'environnement aussi, parce que ce n'est pas la peine de mettre des produits fongicides alors qu'il n'y a pas de champignons à traiter, quoi. C'est QFD, quoi. L'élément de demain, et c'est la dia que vous avez là, qui peut vous sembler un peu complexe, qui avait été développée par Arvalis, c'est effectivement la robotisation. Aujourd'hui, c'est rien, on fait rien en robotisation. Il y a des vrais enjeux en robotisation. Hein. Il y a des éléments de contexte. Alors, on sait que ça va compenser une partie de la main-d'œuvre. Alors, c'est pas neutre. Hein. J'écoutais, moi, un intervenant il y a 2 jours qui disait 47%, c'était un des journalistes des Échos, qui disait que 47% des emplois de la vente classique vont être tués par la vente numérique. Donc, clairement,
Quand on va compenser de la main-d'œuvre par des robots, on va supprimer encore des emplois. Il faut quand même, ça va en créer d'autres, mais quand même, il faut quand même qu'on en soit vraiment conscient. Il y a la suppression de la pénibilité, ça c'est un vrai progrès. Il y a un respect pour l'environnement, c'est un vrai progrès, ça c'est les éléments de contexte. Et puis les critères requis, et c'est là où je suis d'accord avec Jérôme, tout n'est pas encore complètement calé. Clairement, qu'est-ce que ça va apporter en termes de qualité de travail? C'est vrai qu'aujourd'hui, un robot c'est H24 qu'il faut le surveiller. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, j'en sais rien. Est-ce que la société va accepter de voir plein de petits robots travailler dans les champs? Ils vont dire qu'est-ce qu'ils font là encore, c'est un peu des... Voilà. Est-ce qu'on aura un coût des robots qui sera finalement adapté au marché? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va mettre tellement de sécurité sur les robots qui peuvent nous coûter une blinde, donc il faut savoir si c'est réellement intéressant. La sécurité, c'est très important. Un robot, il peut partir, je vous dis, ma rampe d'irrigation, elle peut traverser la route si les sécurités ne fonctionnent pas bien. Et c'est déjà arrivé, enfin, sur des petites routes. Mais c'est-à-dire quoi, quand on retrouve le robot sur la parcelle d'en face ou sur la route le robot, il est prévu pour avancer tout droit et puis normalement à s'arrêter en bout de champ. Mais si sa sécurité ne marche pas, il va traverser l'autoroute. Il peut aller très loin. Il peut aller très loin. Alors s'il n'y a pas un grillage pour l'arrêter et qu'il ne se casse pas la gueule, ça peut provoquer des accidents. Il faut faire attention. Et puis après, il y a la notion de performance de chantier. Voilà, voilà. Alors la photo, vous la voyez, voilà. Avant, c'était les vaches qui se faisaient la malle. Maintenant, voilà. c'est votre robot qui se sauve. On les retrouvera, les vaches, mais elles partiront et le robot, on le retrouvera, mais on ne le retrouvera pas forcément au bon endroit. Mais bon, je pense que tu vas expliquer un peu aussi que derrière, tu as peut-être des stations que tu peux arriver les à vaches, maintenant, elles sont connectées, donc on peut les suivre. Non, le dernier élément de mon exposé, parce que je pense que beaucoup de choses ont été dites, puis ils vont être complétées tout à l'heure, c'est ça. Je trouve que ça me semble très important. Alors là, on est plus dans la philosophie peut-être. La finalité de toute information, c'est d'en cacher une autre bien plus importante. Donc là, nous, quand on fait du numérique, on fait de l'information. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on a comme information derrière qui peut aussi être bien plus importante. Et puis si on met ça avec la phrase qui est l'information, c'est le pouvoir, si on donne notre information à Monsieur Big Brothers, est-ce qu'on ne perd pas le pouvoir? Bon, une fois qu'on s'est posé ces questions-là, on peut commencer à travailler sur des systèmes numériques et robotiques en confiance. Mais tant qu'on n'a pas répondu à ça, il y a quand même un vrai danger. La dimension dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais qui me semble important, c'est aujourd'hui toutes les dimensions sur l'impact et sur les réseaux sociaux. On va fonctionner en communauté. On fonctionne en communauté. C'est l'agriculture, enfin c'est tout le système, c'est l'ubérisation de la société. Les Américains l'ont compris un tout petit peu avant nous. Ils ont constitué un énorme groupement d'agriculteurs qui s'appelle le Farmers Business Network, qui a levé en 2015, donc c'est pas si vieux, 15 millions de dollars pour se développer. C'est quoi? C'est un Facebook, un LinkedIn des agriculteurs? C'est un peu ça, où ils échangent de l'information. Et ils mettent en commun un certain nombre d'informations personnelles qui leur permettent de profiter, alors je vais employer un gros mot, mais c'est du benchmark. C'est-à-dire regarder ce que le voisin fait mieux que moi pour essayer d'avoir des idées pour progresser chez moi. Donc chacun raconte ses galères, ses succès sur son exploitation et les autres peuvent copier ou pas? Exactement. Mais ça fédère 4 millions d'hectares aux États-Unis, donc c'est pas rien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont demandé 15 millions de dollars et ce qui m'interpelle un peu, c'est que le principal investisseur, c'était Google. Alors comment nous, au niveau de la région, on va... Alors je pense à la grande région, mais je pense au niveau de l'Europe, on va réussir à éviter de se faire googliser. C'est un véritable enjeu. Donc bon, on est dedans. Alors c'est pas parce que c'est moi qui l'ai dit, c'est parce que je suis président du groupe de travail au COPA-COGECA, qui est une structure à Bruxelles, qui est l'interface, qui est disons l'association qui regroupe toutes les organisations de producteurs au niveau européen, dans ma branche, pommes de terre, et qui doit donner des indications par rapport à la Commission et au Parlement. Donc en 2015, moi, on m'avait demandé de faire une petite intervention sur le big data. Il y avait d'autres experts qui étaient là, qui étaient beaucoup plus compétents que moi sur les éléments factuels, mais sur les enjeux de pouvoir pour les producteurs, qui possèdent les données, c'était pour moi quelque chose qui était très important. Et à l'époque, je l'avais dit, l'agriculteur reste toujours l'unique propriétaire des informations saisies dans son logiciel de gestion de l'exploitation.
Les informations qu'ils communiquent ont une valeur immatérielle qui ne doit pas être bradée. C'est très important. En parallèle, je dirais qu'aujourd'hui, on sort de la COP21, il y avait le problème des crédits carbone. L'agriculteur aujourd'hui est un énorme pourvoyeur de crédits carbone, on fait beaucoup de choses. Par l'agriculture connectée, on aura peut-être la possibilité demain de le mesurer. Comment on va rester propriétaire de cette information-là et comment on va pouvoir éventuellement créer une valeur immatérielle sur nos exploitations qui va nous permettre d'avoir des compléments de revenus dans un univers concurrentiel. Donc on choisirait par exemple nos cultures plus uniquement en fonction du marché, mais en fonction aussi de leur impact sur l'environnement au niveau du carbone. Ça peut être des éléments de réflexion. Et le numérique pourra nous aider là-dessus. Voilà. Bon, j'ai mis une petite slide là pour vous dire un petit peu les gens avec qui j'ai pu travailler sur ces dossiers-là. Vous n'avez pas volé leurs données? C'est un peu un principe. Moi, je pense que voilà, il faut savoir rendre à César ce qui est à César. Aujourd'hui, on fonctionne en réseau et sans toutes ces structures ou toutes ces personnes, on n'arriverait pas à faire ce qu'on fait. Et on va fonctionner en réseau. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Jérôme Leclerc et vous-même, vous nous avez beaucoup parlé de ces outils d'aide à la décision. Martin Ducroquet, avec vous, on est en plein dedans. C'est un de ces types d'outils que vous avez inventé? Oui, on a inventé ce type d'outils. On présentera tout à l'heure une petite vidéo d'un agriculteur qui les utilise, qui a une vision un peu plus globale sur le digital en général dans sa ferme. Nous, en effet, on se rend compte aujourd'hui que dans l'agriculture connectée, il y a notamment énormément de capitaux, pour rebondir sur les deux slides d'avant, qui sont déversés au niveau des États-Unis, que ce soit dans la Silicon Valley ou sur d'autres pôles qui sont en train de se créer, que donc ce qu'ils appellent l'agtech, l'agriculture tech, se développe très vite parce qu'elle combine en effet le numérique, mais également des outils, tous les réseaux qu'on peut imaginer, notamment bas débit, et puis l'intelligence artificielle. Donc c'est des choses qui sont en train d'arriver. On n'en est qu'au début, même s'il y a 15 ans, il y a 20 ans, on parlait déjà, je me souviens de CIMA dans les années 90, où on parlait de l'agriculture de précision, on présentait la big picture, on va dire, de ce qui allait se passer. C'est maintenant que c'est en train de s'accélérer. Il n'est pas trop tard, mais il y a en effet un certain nombre d'initiatives, et c'est en train de fleurir dans énormément d'endroits dans le monde, autour de l'agriculture de précision. L'enjeu, il est de prendre de position très vite, à la fois par rapport aux filières, c'est-à-dire la réflexion de la data, etc., mais aussi en termes, pour nous, start-up, de prendre des positions très vite sur le terrain, parce qu'en effet, on sait qu'en Israël, aux États-Unis, dans d'autres régions du monde, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en train d'arriver. Et qu'on a un capital ici en France, et encore plus dans les Hauts-de-France, d'historique, alors avec des instituts techniques, avec des sociétés privées, dans le machinisme, dans le logiciel, dans un certain nombre d'univers qui touchent au végétal, notamment également à l'animal, mais également dans le végétal, et qu'on a un peu un croisement historique où il faut mettre les bouchées doubles. Il y a énormément d'initiatives dans la région. Nous, en étant basés à la technologie, en lien également avec des instituts comme Arvalis et autres, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice et on essaie d'aller très vite parce que notre parti pris à nous chez Sencrop, qui avons développé ces capteurs intelligents, on va dire, dans les parcelles, c'est vraiment de démocratiser les outils de précision pour aller très vite et pour que chaque agriculteur, quelle que soit la taille de son exploitation, et il y a des sujets qui sont peut-être plus réservés à certains agriculteurs qu'à d'autres, mais qu'avec nos outils, chaque agriculteur, quelle que soit sa taille, quel que soit son mode de culture, bio, conventionnel ou autre, puisse s'approprier ces outils, donc qu'ils soient accessibles en termes de prix, qu'ils soient également collaboratifs, c'est-à-dire qu'ils puissent les utiliser en lien avec d'autres agriculteurs, et que grâce à ça, l'agriculture progresse, qu'on soit sur une agriculture plus raisonnée, avec moins d'enjeux, moins d'impact sur l'environnement et qu'elle soit au service surtout de nourrir les hommes sur la planète parce que, comme le disait récemment Hervé Pillot qui était à une conférence sur Paris où on est intervenu, il disait qu'en effet, on pense que chacun doit produire uniquement local. Il y a cette logique du locavore, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'en Asie ou dans d'autres régions du monde, des gens ont faim, ils n'ont pas forcément les cultures pour les nourrir et que l'Europe a une vocation d'exportation parce qu'on a des bonnes terres, sur l'agriculture et on pourra nourrir demain peut-être l'Asie, certaines zones du monde. On parlait des pommes de terre où on exporte la moitié ici dans la région, des pommes de terre qui sont dans la région sont exportées. Il y a d'autres cultures où on va pouvoir être référent et il faut que la région se dote d'outils assez puissants parce que la révolution elle naît maintenant. Elles sont en train de se réaliser sous nos yeux. Donc nous, de notre côté, avant peut-être de lancer la petite vidéo qui sera parlante, on a développé des capteurs Sencrop, donc ce sont des capteurs qui sont encore une fois mis dans les parcelles, avec un parti pris très fort de démocratisation, donc d'outils accessibles pas chers, et ça s'est rendu possible grâce au fait qu'on achète des capteurs
dans le monde qu'on agrège et qu'on crée. C'est également créé grâce à l'arrivée des réseaux bas débit longue portée qui sont désormais accessibles et qui ont été créés par des entreprises françaises qui se développent à l'international. Ces réseaux bas débit permettent de transporter des petits paquets de données sur des longues portées et donc de ramener sur le smartphone de l'agriculteur l'information en temps réel de ce qui se passe à la parcelle. C'est ce qu'on appelle Sigfox, c'est ça? Voilà, donc il y a notamment Sigfox, qui est une société start-up qui est à Toulouse, qui a démarré, qui est en train d'essaimer maintenant, qui est aux Pays-Bas, qui est en Angleterre, qui est en Belgique, qui est parti en République tchèque, qui va bientôt équiper l'Allemagne, qui vient de signer un partenariat avec un Japonais. Donc la France est en pointe là-dessus, on a des électroniciens et des gens qui sont capables, mais il y en a d'autres. C'est avec eux que vous travaillez? Nous, on travaille avec Sigfox, mais il y a également Covisio, Laura, etc., qui se déploient à l'échelle internationale et qui permettent maintenant de remonter, quelle que soit la parcelle, sans avoir besoin de 3G ou de 4G, de remonter ces informations pour éclairer quelque part l'agriculteur, sa coopérative, son négoce ou son institut. C'est-à-dire que vous commercialisez, je fais votre pub là, vous commercialisez donc des stations météo pour les agriculteurs. Il y en a une par parcelle ou... Alors, c'est assez variable en fonction des cultures. Dans la pomme de terre, la pression du mildiou est un outil, est un point qui est très maîtrisé, on va dire, en termes d'analyse. Donc, les patatiers, en plus, qui ont une peur bleue du mildiou, vont s'équiper parce que c'est vraiment un outil qui va les aider. On va être la même chose sur le légume, sur les oignons, sur un certain nombre de cultures un peu spécialisées. Dès qu'on va sur des cultures peut-être plus classiques ou comme les céréales, les oléoprotagineux, ça peut être une exploitation par ferme, ça dépend un petit peu du parcellaire. On a beaucoup d'agriculteurs qui ont des parcelles éloignées et qui vont, peut-être qu'ils ont une ferme ici à Saint-Quentin, ils en ont une autre qui est à 40 km au nord, vont pouvoir utiliser ça. Et puis au niveau des coopératives, des groupes agro-industriels, même peut-être demain d'autres organismes, ils vont pouvoir également utiliser en maille fine avec un réseau beaucoup plus large, ils auront une vision globale de ce qui se passe au niveau de leur coopérative et de pouvoir mieux éclairer, d'apporter des solutions agronomiques qui n'existent pas aujourd'hui parce que grâce à ces réseaux et cette information ultra-locale, ils vont pouvoir eux-mêmes améliorer leurs outils et se doter d'outils beaucoup plus puissants et d'aller quasiment demain sur l'intelligence artificielle. Donc on est vraiment sur ce sujet-là. Une station météo comme celle-là, ça coûte quelques centaines d'euros, plus un abonnement, ça marche? Voilà, comment? exactement. Alors cette station que vous voyez là, c'est une station qui vaut un peu plus de 300 €. Donc un agriculteur n'a pas de problématique d'équipement par rapport à du matériel plus global. Et derrière, c'est en effet un abonnement à la fois au réseau de communication et à la valorisation de l'appli, à la visualisation de l'appli, de pouvoir se créer des alertes. Je veux être prévenu s'il y a 3 mm dans mon champ. Je veux être prévenu si gèle pendant 3 heures à moins temps parce que je sais que je vais faire un labour. Je veux être prévenu s'il y a les conditions hygrométriques qui sont telles parce que c'est un incident sur une maladie qui va apparaître. Donc ce sont ce type d'outils qui vont apparaître. C'est-à-dire que si rien d'exceptionnel ne se passe, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas dérangé, mais vous pouvez le paramétrer de telle manière que ça vous alerte en fait à chaque fois que vous courez un risque. Que vous le souhaitez. Et vous pouvez également travailler avec vos salariés, avec le technicien de la coop qui va pouvoir être alerté pour pouvoir vous apporter de meilleurs conseils. On passe aussi d'un modèle où beaucoup d'acteurs du marché étaient beaucoup sur de la vente de produits, on le disait tout à l'heure, on passait en prévention, quelles que soient un petit peu les conditions météo, on va être de plus sur l'agriculture de précision, on va le faire en fonction de données très locales. Donc nous, c'est vraiment de la donnée locale. Donc un parti pris très fort sur la démocratisation des outils de notre côté chez Sencrop, c'est pour ça qu'on fait des efforts très importants sur le prix de nos équipements, et puis un parti pris très fort sur le fait d'alimenter tous les OAD. Monsieur en a parlé tout à l'heure, les OAD, ce sont ces outils de la décision et nous on veut être compatibles potentiellement, comme on ne fait pas nous-mêmes de l'agronomie, de pouvoir alimenter tous ces modèles prédictifs sur la maladie, sur des ravageurs, sur la cycle de vie de la plante, quelle que soit la culture et quel que soit, je dirais, on peut même équiper, on est en train de regarder des sujets en Martinique, en Guadeloupe sur la banane, quelle que soit, je dirais, la latitude dans le monde, on peut imaginer tout modèle. C'est-à-dire que vous êtes en quelque sorte une plateforme avec votre station météo qui intègre donc des outils de prélèvement de données et puis une puce, Sigfox en l'occurrence, qui permet de transmettre ces informations à l'agriculteur sur son smartphone ou sur un ordinateur, mais aussi qu'en quelque sorte vous êtes open source, c'est-à-dire qu'on peut développer un logiciel qui va s'intéresser à la banane ou au maïs sur chaque station? Complètement. D'accord. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir un mouvement énorme, notamment des instituts techniques, mais pas que, sur le développement de nouveaux modèles qui n'existent pas encore aujourd'hui. Il y a des sociétés privées, des firmes phyto qui le font, des instituts techniques, enfin un certain nombre d'acteurs qui se positionnent dessus aujourd'hui. Et ce sont ces gens-là qui vont valoriser la donnée aussi, pour rebondir sur le sujet de la donnée. Nous, on transmet de la donnée certifiée, qualifiée, et derrière, libre recours à tous ceux qui veulent valoriser cette donnée dans un sens ou dans l'autre pour alimenter l'agriculture. Voilà un petit peu notre parti pris. On regarde un témoignage. Un petit témoignage d'un agriculteur de la région du sud de Paris, de la Beauce.
Aujourd'hui, pour Bienvenue sur Terre, je vous emmène dans le Loiret. Nous allons en bord de parcelle pour parler digital. Bonjour PH. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Donc aujourd'hui, je suis venu te voir pour que tu m'expliques comment le digital était important dans ton travail d'agriculteur. Eh bien, le digital au niveau de l'exploitation, pour moi, ça a révolutionné mon activité. D'ailleurs, c'est ce qui encadre la pertinence de mon métier, je dirais. Parce qu'en m'appuyant sur l'outil numérique et demain digital, ça me permet de gagner énormément de temps et de pouvoir consacrer mon temps à faire autre chose finalement, en déléguant un travail, je dirais, à la machine. L'exemple concret là qu'on a pu évoquer dans le champ de pommes de terre dans lequel je suis en pleine récolte, un outil simple, c'est un pluviomètre numérique. Là où c'est intelligent avec l'hygrométrie et la température, c'est que si je suis à 25 km ou en train de commercer avec des clients sur Rungis ou en déplacement à l'étranger, je vais pouvoir envoyer l'information à mon collaborateur en lui disant tiens, il n'a pas plu, tu peux aller faire une intervention phytosanitaire dans telle parcelle. Ça m'évite d'être sur place, ça m'évite de faire un aller-retour de 25 km avec ma voiture. Et donc c'est vraiment un outil qui me permet d'augmenter ma productivité et intelligemment. Et puis au-delà de ça, l'information est plus précise, on peut l'avoir donc sur le smartphone directement. On peut être en train de prendre son petit déj sans avoir eu besoin de se déplacer, ou aujourd'hui emmener ses enfants à l'école. Bon, c'est des choses toutes bêtes. Mais pour moi, le vrai intérêt, c'est qu'il fait des pommes de terre un petit peu partout, à 25 km à la ronde, c'est d'en avoir à droite, à gauche, et de réceptionner les informations pour déclencher mon travail journalier. Puis ce qui me tient à cœur sur ce type d'outil, c'est que contrairement à ce qu'on croit, on a l'impression que l'agriculture de précision, c'est synonyme d'agriculture intensive et de progrès, de mauvais progrès inéluctables, et alors que absolument pas. Moi, ces outils d'aide à la décision viennent justement appuyer des marchés de niche avec une technicité plus exigeante. Je fais des pommes de terre spécifiques pour les quatre coins de la France, les quatre coins de l'Europe, avec des variétés très exigeantes. Et le fait de pouvoir m'appuyer sur ces outils m'aide justement à ne pas rentrer dans le jeu du volume à pas cher de l'agriculture dite intensive. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Ça sert à tous les types d'agriculture. L'agroécologie, l'agriculture intensive, et c'est des outils qui peuvent être utilisés dans tous les types d'agriculture. Alors ce qui est intéressant également sur ce type d'outil, c'est qu'il est connecté et il rentre tout à fait dans l'aspect communautaire qu'il y a au travers des nouvelles technologies. Je ne suis pas obligé d'investir dans 4, 5, 6, voire 15 pluviomètres si j'ai 15 parcelles. Si j'ai un voisin qui est équipé à proximité d'un champ où je fais des pommes de terre, ça me permet de récupérer cette information. Et lui peut récupérer également des informations de la pluviométrie, de l'hygrométrie ou des températures qu'il peut y avoir chez moi. Donc c'est un peu une nouvelle entraide, une nouvelle collaboration grâce au digital. Exactement. Je pense qu'on peut même pousser l'interprétation de l'information plus loin, parce que si on a accès à des données météorologiques directement chez un agriculteur, même à 300 km, ça peut nous permettre d'anticiper des évolutions potentielles de rendement dans telle ou telle région, ce qui peut nous aider à prendre telle ou telle décision, même commerciale derrière. Concernant la gestion des intrants, j'utilise des drones au février-mars pour passer au-dessus de mes parcelles. Et ces drones-là cartographient l'ensemble de ma parcelle et savent déterminer des carences en tel ou tel engrais et les besoins en azote que peut avoir une plante. Et derrière, je peux moduler ces apports avec un outil agricole. Je laisse faire le logiciel, je mets toujours un petit peu de manuel quand même, parce que je ne vais pas tout déléguer à la machine, mais cette pseudo-intelligence artificielle vient quand même énormément appuyer ma qualité de travail. C'est assez extraordinaire, ça fait exploser à peu près 15 clichés qu'on aurait pu avoir sur les agriculteurs en un sujet. Le numérique qui est la fin de la solidarité, là c'est tout le contraire, c'est super intéressant, c'est-à-dire que vous partagez vos datas, vos données, alors pas avec Google en l'occurrence, mais avec soit votre pote agriculteur ou même quelqu'un que vous connaissez pas encore. Il y a un vrai on est dans la théorie ou c'est un vrai usage? Vous observez qu'il y a des nouveaux partages qui sont en train de se créer? Non, clairement, c'est quelque chose qu'on a pu imaginer comme ça en y réfléchissant avec l'équipe. Et en fait, on se rend compte que c'est un levier énorme parce que les agriculteurs travaillent
parfois seul, mais de plus en plus en collaboration. Et on le disait, ça sera l'apport de demain de travailler avec l'organisme ou entre agriculteurs. Et ce côté collaboratif, cette économie collaborative qu'on a mis également sur nos outils, là, il en témoigne en disant, lui, il est patatier dans la Beauce, il a quelques membres de sa famille ou des contacts dans le nord de la France, il est en contact avec un négociant, mais qui lui dit, attends, je vais t'acheter tes pommes de terre à tel prix parce que dans le nord, les cultures sont mauvaises. Lui, c'est l'information en temps réel parce qu'il peut se connecter avec la station qui est à 300 km de chez lui. Donc c'est Arnaud vraiment... nous disait que c'est parce que les producteurs de patates sont sympas, mais vous observez ça sur toutes les cultures? Ah bah complètement, ouais, complètement. On peut imaginer sur toutes les cultures à valeur ajoutée, à moindre valeur ajoutée. C'est un vrai sujet et on en est fiers parce qu'on est les seuls à faire ça aujourd'hui sur le marché. Il y a combien de stations Sencrop en France aujourd'hui? Alors nous, on a démarré au mois de juin, donc c'est très récent. Notre société est basée sur la technologie, comme je disais. En moins de 6 mois de temps, on a équipé plusieurs centaines d'agriculteurs. Et on n'est que sur 6 mois, donc on sait qu'on va équiper beaucoup sur 2017-2018 parce qu'il y a un vrai intérêt à deux niveaux, juste pour conclure. L'intérêt, il est double. Il est d'une part organisationnel, sans même parler d'OAD ou de systèmes qui vont alimenter les plantes. L'agriculteur est intéressé parce qu'il veut savoir ce qui se passe dans sa parcelle. Il peut regarder ses courbes d'une année à l'autre, d'une parcelle à l'autre. Donc ça, c'est déjà du confort dans son quotidien, en étant avec un outil facile d'utilisation. Et le deuxième niveau sur lequel on n'est qu'au début, et là on compte sur la collaboration qu'on peut avoir avec tous les organismes qui vont travailler sur ce sujet-là, c'est de pouvoir alimenter leur modèle demain pour qu'ils rendent service à l'agriculteur. Donc on n'est qu'au début, nous on est vraiment sur l'organisation, et rien que sur l'organisation on voit qu'il y a un vrai intérêt, et c'est ce que disait cet agriculteur de la Beauce. Le confort, la qualité de vie des agriculteurs, c'est un autre sujet qui est énorme. Il en parlait très bien, cet agriculteur. Je crois qu'il disait qu'il passait plus de temps avec ses enfants. Est-ce que c'est aussi la fin du cliché de t'es agriculteur, t'as pas de vie, tu fais que bosser? Ça, c'est en train de changer grâce à la technologie ou... Ça y contribue, et ça va y contribuer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'analyse. Il y a de l'analyse derrière. Le métier d'agriculteur va évoluer en fait, d'un métier où c'était peut-être plus senti, ressenti, ou plus en préconisation de tiers qui venaient leur expliquer ce qui se passait. Je pense que de demain, il y aura vraiment une coopération, une collaboration sur l'analyse de données, et puis ça sera de plus en plus fin en termes de maillage. Jérôme Leclerc, je vous ai donné envie de réagir. Je voulais simplement intervenir parce que voilà, aujourd'hui, l'agriculteur évolue et on va avoir de plus en plus de double actifs dans le monde agricole. Donc c'est des moyens qui peuvent nous permettre justement d'avoir une autre activité à côté qui soit compatible, mais en ayant des informations par exemple, sur le smartphone. Quelles activités on voit cumuler? Ça peut être toute activité. Après, c'est une question d'organisation. Et puis, on a quand même des interventions qui sont très ciblées à des moments bien donnés. Et donc, si on arrive à s'organiser, à s'adapter dans ce sens-là, il n'y a pas d'incompatibilité. Je voulais rebondir aussi sur la mutualisation. Il y a un autre exemple aussi de mutualisation au niveau de maillage, c'est les balises RTK. Les balises RTK, tout à l'heure je vous ai parlé d'autoguidage. L'autoguidage, si on veut l'avoir précis à 2-3 cm, il nous faut des balises dans la nature, des balises bien définies à un point donné. Et c'est sur ces balises-là qu'on se référence pour avoir une bonne précision. Et donc ça, il y a déjà eu des mutualisations, soit dans des coopératives, soit des concessions qui ont implanté des balises et qui peuvent servir à une population d'agriculteurs. Merci. On va passer à notre dernier témoin, Antoine Dequitte. Alors vous aussi, vous travaillez directement à cette modernisation, vous avez inventé quelque chose. D'ailleurs, vous l'avez évoqué, Jérôme Leclerc, dans votre présentation. Là, on n'est pas vraiment dans l'outil d'aide à la décision, mais dans un outil de traçabilité, de partage. Voilà, donc, et ça s'appelle Connect Agri. Tout à fait. Je fais la pub aussi. Merci. Donc je remercie Jérôme pour la transition. On parle vraiment de mutualisation. L'idée de Connect Agri, là on a parlé beaucoup d'OAD, d'outils d'aide à la décision. Nous, l'idée, c'est vraiment d'enlever une douleur à l'agriculteur. C'est la douleur bureaucratique, la douleur administrative. On passe énormément de temps dans les bureaux à soit faire des comptes, soit à donner notre traçabilité à nos industriels, à nos partenaires. Et donc voilà, l'histoire de Connect Agri est au final très simple. Je suis agriculteur, je mutualise l'ensemble de mon matériel avec des voisins. Typiquement, comment on procède, et énormément d'agriculteurs mutualisent du matériel, tout ou en partie. Et comment on procède? On a des carnets de notes sur chaque matériel, et à chaque fois que le matériel change d'exploitation, on note la date, le lieu, l'heure de prise en charge et l'opérateur qui est intervenu.
Et ça, il faut retraiter toutes ces informations-là sur des tableurs Excel ou autres. Et le but, c'est de pouvoir se répartir les comptes d'utilisation du matériel. Donc étant On trésorier... sent que vous l'avez vécu en fait. Ah oui, Très concrètement, ça vous saulait. Voilà, ça me saoulait. J'étais notamment le trésorier d'une CUMA, voilà, donc je m'occupais de retraiter tous ces éléments. J'avais contacté mon constructeur de matériel, à qui j'ai proposé. Il m'a vendu une solution qui n'est pas adaptée à mon sens, qui n'allait pas. Et je me suis dit, la solution que je souhaiterais avoir n'existe pas, donc je vais la créer. J'ai démarré ce process il y a 1 an et demi, j'ai écrit le cahier des charges. Simplement, j'ai aucune compétence dans tout ce qui est électronique, tout ce qui est informatique. Donc, je me suis entouré d'une personne qui est dans la technique, qui connaît rien du tout à l'agricole. Et on a démarré. C'est Alexandre Cuvelier, c'est ça? C'est Alexandre, oui, tout à fait. Et donc, on a démarré ce projet Connect Agri il y a 6 mois. On est également accéléré à Eura Technologies et au village Baïséa. Voilà. Connect Agri, c'est tout simple. On a créé des objets connectés qu'on met dans les tracteurs, sur les remorques, sur les semoirs. On a aussi développé une plateforme qui permet de restituer automatiquement toute l'utilisation du matériel, soit en temps, soit en heure et soit en surface. J'insiste sur la partie surface parce qu'en temps et en heure, c'est assez facile sur la partie géolocalisation. Sur la partie surface, de rendre la solution 100% automatique, c'est-à-dire que l'agriculteur n'a strictement rien à faire. Il installe les balises sur les matériels dont il veut avoir les comptes et à la fin de l'année, il se retrouve sur son ordinateur. Il a exactement l'historique d'utilisation sur son exploitation, sur ses cultures, voire sur ses variétés. Ça veut dire qu'il y a quand même un travail de préparation. Alors vous dites que ça prend 10 secondes. Bon, on n'est pas loin de la vérité, je pense que ça prend un tout petit peu plus de temps. Vous devez tracer vos parcelles, faire la cartographie de vos parcelles. Et quel est l'objet connecté en fait que vous mettez dans les tracteurs? Ça ressemble à quoi? Alors l'objet connecté, c'est grosso modo 3 fois la taille d'un iPhone, Ouais. voilà, qui est placé soit Un boîtier. Voilà, c'est un boîtier qui a une multitude de capteurs dedans qui permettent de remonter les informations dont on a besoin. Et c'était quoi la deuxième partie là? Oui, sur les 10 secondes, en fait, on a deux possibilités pour entrer les informations. Soit on récupère les infopacks, et donc là c'est très facile, c'est nous qui le gérons en interne. Soit l'agriculteur a un problème sur le fait qu'on utilise des infopacks, donc lui il dessine ses parcelles. Moi sur mon exploitation, je l'ai fait, j'ai mis 10 minutes pour faire l'ensemble de mon exploitation. Et comment vous la dessinez votre parcelle avec des points G? Donc c'est le but de la plateforme, c'est la plateforme qu'on a créée. Donc voilà, c'est vraiment simple d'utilisation, c'est très précis. Le but c'est de rendre des comptes indiscutables et précis. Le but c'est que ça serve aux CUMA qui ont besoin d'avoir des comptes pour le coup indiscutable, et de permettre aussi aux agriculteurs, quand on a créé Connect Agri, moi j'avais un usage qui était le mien, mais on est allé aussi à la rencontre d'autres agriculteurs qui eux avaient d'autres manières de voir les choses et tout ça, et on a co-construit avec eux. Et donc eux aussi ont testé la plateforme pour voir comment on allait dessiner, comment on allait faire tout ça. Donc voilà, Connect Agri permet cette mutualisation de comptes, mais permet aussi de mieux piloter les exploitations. Aujourd'hui, il y a quand même une nouvelle génération et des agriculteurs qui ont de plus en plus besoin d'avoir des données pour piloter l'exploitation. Aujourd'hui, on parlait beaucoup de pommes de terre avec monsieur Delacour. On sait que chiffre d'affaires moins 1,30, grosso modo, la culture de la pomme de terre est plutôt rentable. Comment on impacte la charge matérielle sur la culture de la pomme de terre par rapport au blé, par rapport aux betteraves ou à d'autres cultures? On ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout le coût d'utilisation de la culture de la pomme de terre. Et bien avec Connect Agri, sur la même plateforme, avec le même usage, on va pouvoir soit le faire par variété ou par culture. On va aussi permettre aux agriculteurs de tracer leur variété, c'est-à-dire que plutôt que de noter encore une fois sur le carnet dans la cabine, eh ben nous on offre la solution, on propose la solution qui va permettre de dire que la variété A, elle est cartographiée à cet endroit-là, elle est quantifiée en surface, la A, la B, la C, et on retrouve tout au moment de la moisson. À la limite, avec son smartphone, on se promène soit en moisseuse batteuse ou soit à pied, et on retrouve exactement où sont les variétés de blé, de pommes de terre, de betterave. Vous l'avez dit, vous êtes une toute jeune start-up, vous êtes lancé en juin, vous avez déjà combien de clients? Ça démarre bien? Alors nous, là, on termine la phase de bêta-test. Donc voilà, il y a 10 agriculteurs qui sont équipés de l'intégralité de la solution, qui utilisent, qui permettent aussi de corriger des petites erreurs d'ergonomie, de dire bah, ce bouton-là, je préférais l'avoir comme ça, comme ça. On débute en décembre pour vraiment déployer à partir de janvier et au CIMA 2017. Ok. Merci beaucoup. Il y a un dernier cliché
dont il faut absolument qu'on parle, et notamment sans doute les médias, les journalistes aussi qui l'entretiennent. À chaque fois qu'on entend parler des agriculteurs dans les médias, c'est ça va pas, ils n'ont pas d'argent, on n'arrive plus à vivre. Et là, vous me parlez de drones, de satellites, de boîtiers truffés de technologie. Alors, est-ce qu'il y a 2 catégories d'agriculteurs, les riches, les pauvres, ceux qui accompagnent cette révolution, vous en gros, parce que c'est assez impressionnant tout ce que vous nous racontez. Est-ce qu'il y a un double discours? Comment en fait on va financer tout ça? Comment on le finance déjà? J'aimerais bien que vous tous vous exprimiez là-dessus. Comment est-ce qu'on finance en fait toutes ces nouvelles technologies dans l'agriculture? On peut commencer par vous, Antoine, et puis... Oui, je pense que ça a été dit par rapport aux outils d'aide à la décision. Effectivement, le coût du drone, le coût de la techno est élevé, à un coût, mais par rapport à ce qu'on gagne, nous, en économie d'intrants, en nombre de passages, peut-être en gasoil, en main-d'œuvre, forcément que la techno, même si elle a un coût, elle est moins impactée puisqu'on fait des économies par ailleurs. Pour Connect Agri, par exemple, nous, on fait gagner tellement de temps à l'agriculteur ou à ses collaborateurs qu'au final, la solution est presque évidente. Sur les stations météo, c'est la même chose? C'est tout à fait la même chose, des outils démocratisés avec la possibilité de gagner un passage de pulvérisateur. C'est une économie de temps, encore une fois de main d'œuvre, et puis l'intrant qu'on ne met pas et une surpression sur les parcelles qu'on ne met pas. Donc le calcul, et les agriculteurs sont très terre à terre là-dessus, ils sont bons pour calculer. S'ils le font, c'est que globalement, il y a un vrai intérêt pour eux et un retour sur investissement qui est rapide. Arnaud, il y a suffisamment d'argent dans la pomme de terre pour financer tout ça? Justement, moi je vais vous faire mentir parce que c'est vrai que j'ai beau être agriculteur, je me plains tout le temps. Il y a des années où ça va bien, il y a des années où ça va mal. Cette année, ça va très très mal pour l'agriculture. Mais c'est quand ça va très mal qu'il faut commencer à se poser la question de savoir si on n'est pas à la fin d'un modèle. Et je vous ai parlé de révolution. Je ne parle pas d'évolution, hein, c'est vraiment une révolution, c'est-à-dire c'est un changement de modèle. Il y a 2 types d'agriculteurs. Il y a les agriculteurs qui vont pouvoir s'adapter. Et effectivement, on rentre sur un nouveau modèle qui sera plus collaboratif, qui fonctionnera avec des nouvelles technologies. Il y a des enjeux aujourd'hui qui sont liés à la formation. Il va y avoir forcément des gens au bord de la route. Hein, donc, moi, je fais partie d'une association, l'UNPT, qui est une section spécialisée de la FNSEA. On se pose la question aujourd'hui de savoir, globalement, qu'est-ce qu'on va faire on va dire pour la région des Hauts-de-France cette année, je crois 1/3 des exploitations qui aujourd'hui ne pourront pas se relever. Eux, c'est sûr que les nouvelles technologies, ils en pensent pas grand-chose. C'est hors sujet. Et c'est complètement hors sujet par rapport à leurs préoccupations, et il faut comprendre. Et c'est pas parce qu'ils les utilisent pas qu'ils s'en sortent pas, c'est parce qu'il y a d'autres facteurs qu'il faudra expertiser. Par contre, pour le tiers supérieur, c'est-à-dire ceux qui sont dans la compétition européenne, voire mondiale, ceux qui ont des comptes à rendre à la société par rapport à leurs pratiques, les nouvelles technologies, le numérique, la robotique vont permettre de régler un certain nombre de problèmes. La robotique, clairement, les problèmes liés à des déficits de main-d'œuvre et à la pénibilité, et le numérique, clairement, sur la justification. C'est intéressant ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, il y a sur les doubles actifs par Jérôme, là. C'était en 2000 quasiment, j'ai été, justement, par rapport à ces sujets-là de numérique, j'ai été amené à faire un déplacement dans l'Illinois, de la région de Chicago. D'ailleurs, j'étais avec les gens de chez Arvalis, mais à l'époque, je travaillais pour une société qui s'appelait Geosys, qui est le leader de l'information géographique. Et j'étais très très surpris, hein, c'est la première région de production de maïs et de soja au niveau mondial. Et il y a plus de la moitié des agriculteurs qui sont, alors le terme est un peu bizarre, mais des hobby farmers. C'est-à-dire en fait ils sont paysans à temps partiel et ce n'est pas le principal de leur revenu. Et le numérique s'est développé là-bas, d'abord parce qu'ils faisaient appel à des prestataires et qu'ils avaient besoin d'être sûrs qu'on ne les volait pas, qu'il y avait de la traçabilité. Et le numérique ne s'est pas développé pour faire de la variabilité intraparcellaire ou de l'environnement, c'était simplement pour faire du flicage. Et du contrôle en gros. Du contrôle, ouais, du contrôle. Du flicage, des gens avec qui on travaille pour dire, bon écoute, tu me dis que tu es passé là, mais j'en suis pas complètement sûr, prouve-le-moi, montre-moi ta carte. Et Rockwell s'est développé avec des capteurs qui indiquaient ce que Antoine fait, hein, c'est le déplacement des machines, etc. Quoi, hein. Je pense aujourd'hui que le numérique va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. On n'est pas sur du flicage, on n'est pas sur la traçabilité, on est aussi sur ça, mais on sera surtout
sur de la bonne décision. C'est un vrai outil d'aide à la décision et on va au-delà de ce que notre propre cerveau est capable d'intégrer. Et le fait de mutualiser, de travailler en réseau, nous permettra d'être encore plus rapide pour s'adapter. Parce que les outils qu'on va utiliser dans 5 ans, ils seront obsolètes dans 7 ans. Donc on sera sûrement sur des autres modes d'utilisation. Je parlais de location, je parlais de choses comme ça. On n'achètera plus du matériel. Hein. Je pense qu'on va le louer parce que ça va bouger beaucoup plus vite. Un peu comme nos smartphones. Hein. Tous les 2 ans, on est obligé de changer. Hein. Voilà. C'est plus écolo en plus. Je vais laisser Jérôme clore cette table ronde. N'hésitez pas, on aura le temps de prendre une ou des questions à lever la main si vous voulez poser une question juste après. Et clore ou rebondir sur ce qui vient d'être dit. L'agriculture est obligée d'avancer, elle est obligée de maintenir quand même des innovations, parce que sinon il y a de la concurrence internationale quand même. Donc même si on est entre guillemets une agriculture d'élite, il faut quand même faire attention, il y a de la concurrence autour de nous, mais il faut qu'on garde une agriculture de pointe. Et puis après, il y a autre chose aussi qui n'a pas été abordée, mais qui pèse sur le monde agricole, par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure. Et je remercie d'ailleurs Julien Diff, qui est notre député, qui est dans la salle et qui est bien conscient de la problématique. C'est l'empilement des normes au niveau des réglementations et tout ça. Et donc si ces outils-là peuvent nous aider à appréhender toutes ces normes, à avoir des solutions qui peuvent nous donner des sorties possibles pour compenser ces normes-là, alors on est preneur. Donc voilà, il y a plein de choses que l'on doit mettre en place pour éviter le Grenelle de l'environnement et tout ce qui s'ensuit. On a une question ? Oui, bonjour, donc Julie Coulereau, Société Agroconseil. Donc moi, pour le coup, je suis dans la fabrication des données en termes de fertilisation. J'aimerais réagir sur... il y avait 2 aspects. Il y en a un qui disait 47% des emplois de maintenant vont être... ou non, plutôt, des emplois de demain ne sont pas encore inventés. Donc on va augmenter en compétences au niveau de l'agriculture. Et moi, la question que je me pose, c'est effectivement, certains métiers vont disparaître, d'autres vont arriver. Mais la formation dans tout ça. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un gros souci en termes d'éducation, au niveau du cycle de formation, c'est que dans les cycles actuels, je ne suis pas sûre que tout ce qui concerne le numérique, les nouvelles technologies fassent partie des programmes. Et inversement, il ne faut pas oublier les bases qu'est l'agronomie dans le milieu agricole. Donc le numérique ne va pas tout remplacer, mais en termes de formation, comment on arrive, pour les jeunes qui vont être demain sur le terrain, à concilier à la fois les outils de technologie et les connaissances fondamentales d'agronomie. Alors messieurs, on apprend comment ? Alors moi je vais donner un premier élément de réponse. Je suis producteur de pommes de terre, comme vous avez pu le comprendre. Je dirais que comme on exporte une pomme de terre sur 2, on a une exigence aujourd'hui qui est une norme qui s'appelle européenne, qui a été développée à l'époque à cause de la vache folle, qui était la norme Global Gap. Dans la norme Global Gap, on a une obligation, c'est une obligation de formation. Donc clairement, quand on a fait les états généraux du végétal, j'ai pointé cette exigence de formation et je pense que la région a une vraie responsabilité d'accompagnement de la formation continue. C'est-à-dire que les nouvelles technologies, elles ne pourront être diffusées que si les gens se les approprient. Et pour qu'ils se les approprient, il ne faut pas que ce soit une sorte de gros machin compliqué qui leur fasse peur. Alors je vous ai parlé du frein lié à l'investissement. Là, je pense que de la même manière, la région va avoir des compétences dans le cadre européen au niveau du FEADER pour pouvoir accompagner un certain nombre d'investissements. Il faudra peut-être les orienter vers des choses qui sont un peu prospectives, un peu intelligentes. Et derrière, dans les missions aussi liées à la région, la formation est importante. Je suis producteur des Hauts-de-France. Je suis un Picard, mais je suis vraiment un gars des Hauts-de-France. Je pense que la signature agricole des Hauts-de-France en Europe et dans le monde pourrait être l'agriculture connectée, l'agriculture numérique, l'agriculture agroécologiquement intensive. Je ne vais pas employer 3 mots, mais qui vont à l'agronomie, il ne faut jamais l'oublier. Donc ça, c'est important.
mais l'écologie aussi, parce qu'il faut renouer avec le citoyen consommateur. Et intensif, pourquoi? Parce que on a des Formule 1, nos terres sont magnifiques. Hein. On a la chance d'avoir le meilleur complexe pédoclimatique d'Europe, voire du monde, et il faut savoir en profiter. Après, je vais être très très court. Je vais vous donner simplement un tout petit exemple personnel. Un très gros industriel de la frite, qui doit être le numéro 3 ou le numéro 4 au niveau mondial, mais qui est vraiment très important, est venu vers nous l'année dernière, nous Français, en disant voilà, on est en train d'expertiser notre sourcing pour notre développement européen, voire mondial. On hésite entre deux zones. Les Hauts-de-France, à l'époque ce n'était pas encore les Hauts-de-France, ou l'Allemagne. On a vraiment bataillé. Et au final, ils nous ont dit, ce sera les Hauts-de-France. Pourquoi? Parce que vous avez la meilleure qualité par rapport au process industriel. Alors, on fait les meilleurs produits, mais si en plus on sait les faire avec la meilleure impact environnemental, on sera vraiment les champions du monde. Alors, l'enjeu peut-être aussi, petit rebond sur la formation. L'enjeu en effet de cette agriculture, c'est de passer d'une agriculture intensive en produits à une agriculture intensive en connaissances et en moyens d'analyser ces connaissances. On a parlé avec ces cartes, avec l'ensemble de ces éléments. Et donc l'enjeu, c'est en effet de créer des filières. La formation se règle aussi au niveau de la région. Donc c'est une action régionale parce qu'il y a quand même des politiques fortes et des investissements forts. Donc je pense que la région peut avoir un impact très fort là-dessus. Nous, ce qu'on sent en tant que start-up de l'AgTech, c'est qu'on est à la confrontation de plusieurs métiers. Tous les métiers d'agronomie, hein, on a des bonnes écoles ici dans la région, que ce soit sur Beauvais, que ce soit sur l'île ou sur les universités, hein, sur les différents pôles. On a également, on est à la jonction également de tout ce qui est numérique. On parle notamment des électroniciens, des informaticiens, des data scientists. Il y a un certain nombre de métiers qui sont en train de s'inventer, qui évoluent tous les jours. Et là-dessus, il faut mettre le paquet pour que la région fédère et que ces gens se parlent. Parce que ce n'est pas seulement d'avoir des spécialistes dans une matière, mais c'est de créer ces plateformes de multidisciplinarité. On voit par exemple, nous étant basés à Lille par exemple, que l'ICEN parle avec l'ISA, et demain il y aura certainement des programmes entre les électroniciens de l'ICEN et les agronomes de l'ISA, mais c'est ce genre de choses. Au niveau des ingénieurs, au niveau des techniciens, à tous les niveaux, il faut vraiment qu'il y ait une réflexion forte et des pôles qui se mettent en place pour être la région d'Europe qui attire demain, en effet, non seulement des créateurs d'entreprises ou des sociétés plus structurées qui viennent s'implanter, parce que tous les gens qui créent dans d'autres zones, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, en Israël ou ailleurs, quand elles viendront en Europe, il faut qu'elles viennent dans cette région-ci, qui est la plus fertile et qui n'a pas à rougir par rapport à d'autres zones de France. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de ne pas d'oublier qu'on est quand même dans un métier de la terre. Donc, à force de parler de ces nouvelles technologies, on a tendance à s'éloigner de ce qui est concret, en fait. C'est qu'on quand même on travaille avec du milieu vivant. Et quand je parlais de l'e-agronomie et technologie, il ne faut pas oublier effectivement qu'il faut aller regarder ce qui se passe au niveau du sol. On ne connaît pas encore tout, au niveau des plantes. Et pas oublier ce lien qu'on a aussi avec la terre, parce qu'on a tendance aussi à se faire un peu happer par toutes les nouvelles technologies. Ça avance, on voyait la courbe exponentielle à une vitesse monstrueuse. Mais il y a encore ce lien fort que l'agriculture, mine de rien, sauf si on regarde ce qui s'est passé à Lyon, on fait encore des plantes dans les champs. Moi, je pense que ce n'est pas la techno qui doit venir. Elle vient au service des agriculteurs, mais c'est surtout les agriculteurs qui doivent se servir de la techno et aller la chercher et presque l'inventer. Je pense que les agriculteurs sont des formidables entrepreneurs. Il y en a qui font de l'immobilier, il y en a qui font de la recherche agronomique. Il y en a un qui fait de la start-up, voilà. Et je pense que ces forces vives chez les agriculteurs, il faut les chercher. Et moi, si j'ai un message à faire passer, c'est voilà, même si on n'a pas la compétence, on a l'envie d'entreprendre, le bon sens paysan, je pense que c'est une vraie valeur. Et inventons la techno dont on a besoin et ne se laissons pas envahir par les autres et qui veulent faire du business avec. Et voilà. Alors, on a plein de questions tout à coup. Alors, une question de Julien Dive, le député de l'Aisne. Merci beaucoup, je suis vraiment désolé, j'ai pris l'atelier en cours, j'étais à un autre événement juste avant. Moi j'avais une question par rapport à ce que j'ai pu écouter de vos différentes interventions. On a bien compris qu'on était rentré dans l'ère de l'agriculture de précision. Précision à la fois sur les rendements, les précisions aussi sur le traitement. Et derrière ça, face à l'agriculture de précision, se pose la question du traitement des données de masse, le big data comme on dit en bon picard. Et Monsieur le Président, j'ai écouté tout à l'heure avec attention votre expérience dans l'Illinois. Moi, ma question que je souhaite adresser à l'ensemble des professionnels de la filière, c'est comment nous, agriculteurs, enfin en tout cas nous,
agriculteur français, et je m'intègre dans l'ensemble. Je ne suis pas agriculteur, mais je connais un peu la filière. Comment nous pouvons garder notre souveraineté nationale face à une fuite de données de précision chez des grandes multinationales américaines, puisque ce sont elles qui sont les professionnels du big data? Moi, ayant la double casquette, je me permets d'y répondre en partie. Je pense que la donnée en agriculture a une valeur, et je pense que l'agriculteur doit apprendre à vendre cette valeur. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais que ce soit les agriculteurs qui inventent la technologie de demain pour éviter aux autres de faire du business sur leur dos. Et ben, c'est là le problème. L'idée, c'est que les agriculteurs soient maîtres de leurs données, les vendent s'ils en ont envie, qu'elles soient bien utilisées. Voilà, je pense que... Mais tout l'enjeu, c'est d'éviter la fuite en réalité, parce que les vendre, la donnée, elle n'est si pas palpable. Si on crée la techno, moi, Connect Agri, je sais que la donnée pour l'agriculteur a une valeur et que je n'ai pas à utiliser les données comme ça n'importe comment. Donc les données appartiennent à l'agriculteur et c'est à lui à choisir ce qu'il veut faire de ces données. Et je pense que ça, c'est un enjeu primordial. On n'est pas dans un monde de bisounours, et vous le savez bien. Je me pose aussi cette question. Je vous ai montré quelques photos. Vous avez vu, chez moi, il y a beaucoup de tracteurs verts. Et puis, c'est intéressant de voir aussi qu'il y avait beaucoup de tracteurs verts chez l'agriculteur connecté de la Beauce, qui est aussi producteur de pommes de terre. Sur ces tracteurs verts, on voit une sorte de petite boule jaune en haut, qui s'appelle le Starfire. C'est en fait la petite boule d'antenne GPS qui permet de localiser le tracteur. Et ces tracteurs verts, c'est tracteurs John Deere. John Deere est sûrement le constructeur au niveau mondial le plus en avance sur ce système-là. Et John Deere, ils sont assez malins. Tous les ans, j'ai l'obligation de faire remettre ma console à jour, une sorte de remise à niveau. Tous les ans, c'est-à-dire si je veux pouvoir continuer à utiliser mon système de guidage, etc., je suis obligé de passer par le passage concessionnaire remise à niveau. Je sais pertinemment que toutes les informations de ma console sont siphonnées et qu'elles partent à Moline chez John Deere et qu'elles sont recompilées et qu'elles servent aussi bien pour faire de l'information sur les caps, sur le rendement, etc. Je vous ai parlé un peu de mon expérience au démarrage. Et puis je vais aller un petit peu plus loin. À l'époque, quand Geosis m'a demandé de travailler là-dessus, c'est au moment du lancement du satellite Spot, celui qui nous permet aujourd'hui d'utiliser FarmStar. Et à l'époque, c'était Madame Voynet qui était ministre de l'Environnement, et elle avait lancé un projet qui s'appelait le projet SABRE. SABRE, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, c'est l'acronyme anglais de Service to Agribusiness by Remote Sensing, enfin tout ce qu'on peut tirer pour l'agriculture par l'information numérique. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je suis plus près de la sortie que de l'entrée, donc j'ai les cheveux très blancs, et voilà. Mais à l'époque, il y avait des spéculations sur le marché des céréales, parce que les soviétiques disaient on va avoir une très grosse récolte, quand en fait ils allaient avoir une très petite récolte. Comme ça le marché s'effondrait, et puis ils pouvaient acheter massivement. De la même manière, les Chinois ont fait ça. Aujourd'hui, avec les satellites, on sait tout ce qui se fait partout. Ça, il n'y a pas de souci. L'information sur les grandes masses de production au niveau mondial, on l'a par les images satellites, c'est important. Ce que l'on ne sait pas aujourd'hui, c'est ce qui se passe réellement à l'intérieur des pays, c'est-à-dire le fait qu'on a une qualité supérieure ou une qualité inférieure. Ça va avoir de l'importance à l'avenir sur les flux commerciaux. Je ne sais pas comment on va le gérer. Je pense que c'est une responsabilité du politique. Je vous ai parlé de la discussion qu'on a au niveau de l'Europe. Je pense que ce n'est pas au niveau des États qu'on va le traiter, c'est même pas au niveau des régions ni au niveau des États, c'est au niveau de la politique européenne. On a commencé à se préoccuper de ça quand on a décidé de sortir du réseau GPS et d'avoir notre propre réseau. On a parlé d'EGNOS tout à l'heure, avec notre propre constellation satellite. Pourquoi ? Parce que demain, les Américains ont envie de foutre en l'air tout le système de guidage au niveau européen. Il suffit simplement qu'ils mettent une correction différentielle un peu importante et à chaque coup on tapera à côté. RTK, c'est une manière de corriger ça. Mais si le signal GPS n'est pas bon, il n'est pas bon, quoi. Donc on a ça sur le signal de localisation. Demain, on a les normes ISO qui nous permettent effectivement de partager un certain nombre d'informations. C'est très important.
Et c'est pour ça que c'est aussi important de développer un pôle numérique et numérique sur Saint-Quentin et dans cette région, de s'accaparer ça en France. Et si on est capable de développer un standard français ou européen qui est performant, eh ben, on n'ira pas chercher le truc des Américains. Hein. On restera chez nous. Hein. C'est important. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Je suis désolé, on a largement débordé, mais c'était passionnant. Merci à tous. Quand je vois l'attention de tout le monde ici, je pense que vous nous avez tous passionnés. Je vous invite, alors on a parlé aujourd'hui d'industrie.